Alors, bonjour à vous qui êtes nombreux à nous suivre aujourd'hui. On est ravis de vous accueillir. Mon nom est Marie-Josée Fortin. Je suis la directrice du bureau de la présidence ici à l'Université du Québec. Et puis, c'est moi qui vais avoir le plaisir d'animer ce webinaire, une série, n'est-ce pas, qu'on organise avec la table de travail sur les réalités autochtones. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc la TETRA, qu'on appelle familièrement, pardon. Et puis, pour vous dire effectivement que la TETRA réunit en fait des gens qui proviennent une personne qui provient de chacun des établissements du réseau de l'Université du Québec, qui a des expertises, des responsabilités sur les questions touchant les premiers peuples. Et donc, on anime collectivement ces discussions pour partager, pour échanger, pour renforcer aussi nos capacités d'action dans chacun des établissements. Donc, les webinaires qui sont organisés comme ça nous permettent de diffuser encore plus largement l'expertise que nous avons dans le réseau. Et on est ravis aujourd'hui d'accueillir nos invités. On a 3 invités avec nous. Vous me permettez de les saluer rapidement. Donc, nous avons Sébastien Brodeur-Girard avec nous. Bonjour Sébastien. Nous avons aussi Frédéric Corneiller, que vous allez voir tout à l'heure, qui est avec nous aussi, et Jeannette Marc, notre vedette, j'ai envie de dire, parce que c'est le 2e webinaire, effectivement, où elle participe. Et puis, voilà, 3 personnes de l'UQAT, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, ce qui montre effectivement toute l'expertise qu'il y a à l'UQAT. Donc, aujourd'hui, notre travail, notre webinaire porte effectivement sur la question de la reconnaissance territoriale. Juste pour faire un petit aparté, le précédent webinaire était sur la question des approches en équité, diversité et inclusion, EDI, et par rapport à des approches de reconnaissance pour les premiers peuples, quelles étaient les distinctions, quelles étaient les ressemblances sur les façons de travailler sur ces questions-là qui sont importantes, qui sont complexes. Et le webinaire est maintenant disponible en ligne si vous souhaitez le visionner pour une première fois ou encore le suggérer à vos collègues. Je pense qu'il y avait aussi là de la richesse là, pour toute personne qui souhaite s'intéresser à ces questions-là. Donc, aujourd'hui, on parle d'une autre question, effectivement, qui porte des enjeux, la question de la reconnaissance territoriale. On a vu, en fait, plusieurs établissements universitaires s'investir, s'engager sur ces questions-là, adopter des déclarations, et différentes organisations, évidemment, aussi gouvernementales notamment. Donc, comment est-ce qu'on s'intéresse, comment on s'engage sur ces questions-là? Nos invités vont nous aider. Donc, le webinaire est en 2 parties. D'abord, M. Brodeur va nous parler effectivement de comment aborder ces questions-là plus largement, comment est-ce que dans différentes régions du Canada et ailleurs, on aborde et comment on arrive à statuer sur un énoncé. Et par la suite, on aura Jeannette et Frédéric qui vont nous parler plus exactement de la démarche qui est en cours à l'UQAT depuis presque 1 an déjà et qui montre effectivement aussi, et c'est peut-être le message principal de nos 2 présentations aujourd'hui, qui montre en fait que l'énoncé en soi, c'est un moment dans une démarche beaucoup plus longue, en amont d'abord, où on relie, on est en discussion avec des partenaires, avec des groupes et des organisations autochtones, et en aval, où il doit y avoir une série d'actions qui sont cohérentes avec l'énoncé qu'on adopte comme déclaration de reconnaissance. Voilà. Alors, je pense que la table est mise. Sans plus tarder, en fait, je vous présente les 3 invités. On a des belles ici. Attendez que je les trouve. Alors, oui, M. Brodeur, Sébastien Brodeur-Girard, pour être plus exact, membre du Barreau du Québec. Il est professeur à l'École d'études autochtones de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Il enseigne notamment le droit des peuples autochtones. Il possède un doctorat en histoire de l'École des hautes études en sciences sociales de Paris, où il a œuvré dans plusieurs années dans ce domaine. Il a participé en tant que co-directeur à la recherche co-directeur de recherche aux travaux de la commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics, donc ce qu'on connaît comme la commission Vien, donc très importante effectivement. Donc, M. Brodeur va mettre la table, comme je le disais tout à l'heure, pour nous montrer, faire découvrir différentes pratiques de reconnaissance territoriale et comprendre le contexte un peu mieux dans lequel il y a ces différentes démarches. Et merci à l'avance déjà de votre participation, M. Brodeur-Girard. Dans la 2e partie, on aura Jeannette Marc, j'ai dit tout à l'heure notre vedette,
Janet, effectivement, a un grand parcours. Elle est membre de la Nation CRI. Elle est conseillère pédagogique, stratégique, pardon, à la réconciliation et à l'éducation autochtone à l'UQAT, un poste en fait récent qui était carrément dessiné pour elle et ses grandes capacités. Elle est, Janet, titulaire d'un baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire et d'une maîtrise en psychoéducation. Elle a travaillé longtemps avec différents groupes et populations autochtones dans ses fonctions. Et à l'UQAT, elle est depuis 2002 déjà, donc ça fait 20 ans, au vice-rectorat à la réconciliation et au développement international et partenarial. Et aussi, je soulignerais qu'elle est membre du conseil d'administration du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, qu'on connaît effectivement pour avoir été à l'origine de la commission Bien notamment. Donc, elle est en ce moment membre et elle l'a été déjà pendant 10 ans auparavant. Elle est aussi membre du Conseil supérieur de l'éducation. Donc, et elle a participé, elle aussi, également à la commission Bien. Donc, voilà deux encore personnes avec un beau parcours et accompagnée de Frédéric Corneiller, que je salue aussi. Frédéric, elle est professionnelle à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue depuis 2011. Elle est détentrice d'un baccalauréat et d'une maîtrise en anthropologie et elle a complété un programme court de 2e cycle en éducation relative à l'environnement. Donc, on voit la richesse des parcours. Ses réalisations professionnelles les plus déterminantes, elles portent sur les questions, effectivement, et les dossiers autochtones. Elle fait partie de l'équipe qui porte le dossier dont on va parler aujourd'hui, Mamawi Miki Modan, et pour laquelle elle participe notamment à toute la démarche de co-construction. Ensuite, depuis 2020, avec des activités de recherche, elle a participé à la chaire de recherche du Canada sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones de l'UQAT et elle a aussi participé comme co-directrice du secteur de la recherche pour la commission Bien. Donc, sans plus tarder, vous voyez qu'on a des personnes très qualifiées sur ces questions-là. Alors, on va tout de suite démarrer la présentation. C'est M. Sébastien Brodeur-Girard. Merci beaucoup d'être avec nous et on vous écoute avec grand intérêt. Merci beaucoup, Marie-Josée, pour cette introduction. Ça me fait plaisir. Je vais tout de suite partager mon écran pour partir la présentation. Et voilà. Cette présentation qui porte sur un sujet sur lequel on travaille depuis maintenant un bon moment qui a amené beaucoup de réflexions au sein de l'UQAT, comme vous allez pouvoir le constater, mais qui ne se limite pas évidemment à l'UQAT. Je pense que c'est dans toutes les institutions scolaires et de manière plus largement au sein de la société québécoise et canadienne. Et c'est pour ça qu'on trouvait important de commencer peut-être cette présentation par un peu de contexte sur ce qu'on entend par cette fameuse reconnaissance territoriale, qui est donc le titre de cette présentation. Et je voulais peut-être commencer avec un petit rappel parce que ça fait, il y a maintenant exactement 1 an, donc le 16 octobre 2021, vous vous rappellerez possiblement que les Canadiens de Montréal, institution québécoise s'il en est, annonçaient qu'ils procéderaient à une reconnaissance territoriale lors de leur match à domicile. Et c'était donc un événement qui a fait beaucoup jaser dans les semaines qui ont suivi. Il y a eu de nombreuses réactions au sein des médias, soit en se posant des questions, de savoir exactement qu'est-ce qu'il en était, et notamment, en fait, beaucoup d'interrogations sur la forme, sur certains éléments de l'énoncé qui reconnaissaient au départ le territoire non cédé des Kanien'kehá:ka, aussi connu comme la nation Mohawk, à Montréal. Et donc là, il y a eu des interventions de certains historiens pour essayer d'établir, qu'est-ce qu'il en était exactement, avec des analyses des fois très précises. Et au bout du compte, avec une certaine indignation de certaines personnes qui étaient allées jusqu'à dire que plus jamais ils iront voir un match du Canadien,
La controverse s'est éteinte assez rapidement au bout d'une semaine. L'équipe des Canadiens de Montréal ont modifié un peu le texte pour mieux refléter leurs pensées à ce moment-là. Et finalement, ben, c'est rentré dans l'ordre des choses et ça se poursuit aujourd'hui malgré cette petite controverse-là qu'il y a eu au départ. Et c'est intéressant de remarquer qu'il y a eu beaucoup de débats qui ont été faits sur quelques mots ici et là, mais en fait, au final, très peu sur le fond de la question, sur qu'est-ce que c'est une déclaration de reconnaissance territoriale, c'est quoi la pertinence d'en faire une. On est rapidement passé à autre chose, puis si aujourd'hui, il y a un peu moins d'assistance dans les matchs des Canadiens, c'est certainement pas dû à cette reconnaissance-là, mais à d'autres éléments qu'on n'abordera pas ici aujourd'hui. Alors, je trouvais donc dans cette suite de logique d'idées-là de justement peut-être approfondir un peu le pourquoi, essayer de comprendre c'est quoi l'intention qu'il y a derrière ça. Et pour ça, il faut comprendre un peu d'où ça vient. Donc, petite mise en contexte historique, puis le développement de cette reconnaissance territoriale ou reconnaissance du territoire, donc qui est une traduction au départ des expressions en anglais de Land Acknowledgement ou Territorial Acknowledgement, qui est pratiquée dans plusieurs autres pays qui ont une histoire coloniale, comme le Canada, principalement d'anciennes colonies britanniques, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, mais le mouvement est principalement apparu en Australie, en fait, dès la fin des années 1990, suite à un jugement des tribunaux en Australie qui rejetaient l'idée de terra nullius, qui est ce mythe selon lequel le territoire appartenait à personne avant l'arrivée des colons européens ou d'ailleurs, et donc qui niait un peu l'existence des populations autochtones ou alors les réduisait tout simplement à rien en disant ils n'avaient pas construit de grandes villes, ils ne pratiquaient pas l'agriculture à l'européenne, donc finalement, ils n'avaient pas le même titre de propriété sur le territoire. Alors, c'était une espèce d'idéologie coloniale qui existe encore aujourd'hui et donc qui a été rejeté par les tribunaux officiellement. Et dans cette suite d'idées-là, donc en Australie, on a commencé à vouloir affirmer l'existence toujours actuelle des peuples autochtones là-bas et donc de le faire en reconnaissant leur territoire traditionnel. Et ça s'est donc répandu un peu ailleurs en Nouvelle-Zélande. Aux États-Unis, le mouvement est plus récent, mais en plein essor. Et au Canada, c'est véritablement suite au dépôt du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada en 2015, donc la commission qui traitait des pensionnats autochtones et de tout le génocide culturel qui les a accompagnés. Donc, ça a suscité une prise de conscience pour plusieurs personnes à travers le Canada. Et donc, principalement en Colombie-Britannique, au départ, on a commencé à procéder à cette reconnaissance territoriale-là. Ça s'est répandu ensuite dans l'Ouest canadien, puis à la grandeur du pays, dans les maritimes, à l'exception du Québec, où cette pratique-là s'est implantée beaucoup plus lentement, bien qu'elle progresse comme on a pu le voir quand c'est rendu une institution comme les Canadiens de Montréal qui l'utilisent, c'est quand même un signe qu'il y a eu un net progrès de cette pratique-là. Donc, c'est un peu une courte histoire. Ça permet de voir aussi que c'est quelque chose que ça fait pas très longtemps. Donc, c'est normal aussi qu'il y ait encore des interrogations, qu'on se pose des questions sur les meilleures manières de faire les choses parce que c'est en évolution très rapidement. Donc, ça fait moins d'une dizaine d'années au Canada que c'est une pratique qui existe, mais qui s'est implantée à une vitesse très rapide, donc qui correspond donc à un besoin d'affirmer certaines choses qui est très clair. Alors, ça s'est développé principalement au sein des institutions académiques au départ, principalement postsecondaires, mais rapidement les institutions culturelles, notamment les théâtres, les musées, plusieurs municipalités
ont adopté des déclarations de reconnaissance territoriale, des organisations non gouvernementales. Et là, on a déjà évoqué le monde du sport, mais les Canadiens de Montréal n'étaient pas les premiers. Depuis 2016, en fait, les matchs de hockey des Jets de Winnipeg et des Oilers d'Edmonton commencent par une reconnaissance territoriale avant l'hymne canadien, ce qui crée quand même une certaine dissonance cognitive quand on y pense un petit moment. Mais ils ont été suivis donc par Vancouver, Chicago, Ottawa, Toronto puis Montréal en 2021. Donc, le milieu du sport s'y est largement mis, qui n'est pas un milieu qui est considéré souvent comme aussi progressiste que les milieux artistiques et culturels d'habitude, mais ça montre donc l'ampleur du mouvement. Aussi, des institutions gouvernementales qui OK. s'y sont Voilà ce mis. que j'ai trouvé Oups, sur le pardon. web pour aussi Je les pense gens que j'ai déjà un qui... petit enjeu avec Siri. Donc, les institutions gouvernementales, et là, ça dépend des gouvernements, en fait. C'est assez courant. C'était assez courant en Alberta sous le NPD de 2015 à 2019. On le faisait de manière assez systématique. Et après ça, quand le Parti conservateur uni a été élu au pouvoir en 2019, on a commencé à ne plus le faire de manière systématique, mais à laisser l'initiative aux différentes personnes qui souhaitaient le faire ou non. Donc, ça reste une pratique qui continue à exister malgré tout. Dans le cas puis là, j'ai mis ici un exemple ici d'un conseiller aux affaires gouvernementales du bureau de l'honorable sénatrice Yvonne Boyer qui utilise une reconnaissance territoriale donc dans sa signature de courriel, donc pour montrer que ça se fait à bien des niveaux et dans différents secteurs de la société. Donc, comme bilan, on peut voir que depuis 5 ans ou un peu plus de 5 ans, la pratique s'est imposée comme un courant dominant dans l'ensemble de la société canadienne, particulièrement fort au sein des institutions liées à l'éducation et à la culture en milieu urbain, mais loin de s'y limiter. Et donc, ça touche de plus en plus d'organisations, d'où les interrogations qu'on peut avoir aujourd'hui au Québec ou dans les institutions qui n'ont pas encore décidé d'adopter cette pratique pour toutes sortes de questions. Si on se penche sur la déclaration elle-même, il y en a certains qui font le lien avec les protocoles autochtones traditionnels, parce que dans plusieurs cultures autochtones, en fait, il y a une tradition qui est très importante, quand on arrive quelque part, d'annoncer qui on est, d'où on vient, et d'agir en bonne invité en reconnaissant ses autres, donc en n'arrivant pas sur le territoire et en prenant possession de quelque manière. Donc, on prend un moment d'arrêt avant de pouvoir justement se retrouver. En Nouvelle-Zélande, il y a la cérémonie du Poweri avec le fameux haka qu'on connaît, cette performance très vigoureuse des Maoris qui permet de prendre un moment justement pour chacun quand on arrive à un endroit pour s'accueillir, pour se reconnaître de chaque côté avant de pouvoir donc entrer dans la place et commencer, que ce soit une réunion ou ce pourquoi on était venu faire. Chez bien des nations autochtones, ici, il y a généralement une prière d'ouverture avant un événement pour prendre un moment pour reconnaître où on est, où on se trouve et donc se recentrer un peu sur le moment et l'endroit où on est. Et bon, chaque nation a sa propre vision, ses propres attentes donc de ce type de protocole-là. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que partout, les mots doivent être suivis de gestes conséquents pour avoir un sens. Donc, ce n'est pas simplement une cérémonie où est-ce c'est jamais une cérémonie où est-ce qu'on fait juste réciter une formule. Il faut après ça agir en conséquence quand on est sur un territoire en fonction d'où on se trouve en respectant les protocoles adéquats. Alors, pourquoi une reconnaissance du territoire qui peut s'inspirer de ces modèles traditionnels-là, mais qui répond à d'autres besoins, d'autres questions, enjeux actuels? Alors, il y en a plusieurs, en fait, des objectifs, des buts possibles. Donc, il n'y a pas juste une raison pour faire des reconnaissances du territoire et ça peut varier selon les circonstances.
Donc, un exemple, c'est pour montrer le respect et la reconnaissance aux peuples autochtones puis au territoire lui-même. Donc, c'est celui qui est le plus évident, donc le fondement même de la reconnaissance. Mais ça peut être aussi pour susciter la réflexion et la discussion. Donc, ce n'est pas juste protocolaire, c'est aussi pour nous amener à penser, à réfléchir. Ça peut être pour décoloniser en faisant voir ce qui était autrefois caché. Donc, faire prendre conscience que le territoire n'était pas vide avant la colonisation. Donc, cette fameuse idéologie de terra nullius que j'évoquais tantôt, qui, même si elle n'est pas affirmée aussi directement, est encore bien présente dans les pensées de plusieurs, de dire, bon, il n'y avait pas vraiment personne avant, donc finalement, on n'est pas obligé d'en tenir compte autant aujourd'hui. Donc, de réaffirmer l'existence des peuples autochtones sur ce territoire, évidemment, ça joue un rôle pour combattre cette idée-là et donc contribuer à la décolonisation. Ça peut être de participer aux excuses pour amorcer un processus de réconciliation ou simplement pour essayer de créer un espace plus accueillant pour les personnes autochtones lors d'un événement. Alors évidemment, de reconnaître qu'on se trouve en territoire autochtone, mais ça peut contribuer à faire en sorte que les gens se sentent plus intégrés et qu'on tienne compte de leur existence. Donc, c'est une multitude de raisons possibles. Ça peut être toutes ces raisons-là à la fois, ça peut être certaines, ça peut varier selon les circonstances. Alors évidemment, s'il n'y a pas de personnes autochtones qui assistent à un événement, mais ça ne sera pas pour créer un espace plus accueillant pour eux, mais il y a d'autres objectifs que je vous ai présentés qui peuvent être remplis à ce moment-là. Donc, ça donne déjà un indice sur l'importance de l'intention qu'il y a derrière cette reconnaissance-là, à laquelle il faut réfléchir avant de la faire pour éviter les automatismes. Mais on va y venir dans quelques instants. Alors, sur le comment faire, vous avez déjà entendu certainement cette déclaration assez brève au début d'une réunion ou d'un événement pour nommer le territoire autochtone où on se trouve. Alors, c'est une des manières de faire. Cette déclaration peut être plus ou moins longue selon les circonstances, mais on en a déjà vu quelques exemples dans les diapos précédentes. Ça peut aussi se retrouver dans les communications officielles, les signatures de courriel, sur un site web. Ça peut être inscrit de manière physique ou virtuelle dans l'environnement, que ce soit par une inscription, une plaque, une projection, une œuvre d'art. Donc, il n'y a pas qu'une manière de faire une reconnaissance territoriale. Il n'y a pas, sinon, ça serait assez simple, on n'aurait pas besoin d'un webinaire, on pourrait vous envoyer un formulaire, dites avec la phrase, puis vous remplissez juste les mots troués. Mais en fait, c'est beaucoup plus vaste que ça, d'où la nécessité de prendre un moment à réfléchir non seulement à ce qu'on veut dire, l'intention, mais à la manière de le faire, à toute la multiplicité des manières possibles de procéder dans ces conditions-là. La déclaration de reconnaissance également ne devrait être, et là, tout le monde qui s'est penché sur la question s'entend là-dessus, ça ne devrait être qu'une petite partie de l'établissement de relations fortes avec les peuples autochtones. Donc, un événement parce que ça ne voudrait pas dire grand-chose. Donc, évidemment, il faut s'assurer qu'il y ait que les communautés autochtones locales fassent partie de cette réflexion plus large-là. Donc, qu'il y ait un dialogue à ouvrir et qu'elles puissent participer sur la manière de formuler la reconnaissance. Donc, évidemment, si on se retrouve quelques non-autochtones dans un bureau à discuter de quelle serait la meilleure formule et que finalement, il n'y a aucune des personnes, des nations qui sont concernées, qui sont présentes, on passe à côté largement de l'objectif de la chose.
Alors là, je vous présente aussi un exemple, en fait. Il y en a plusieurs autres possibles d'une démarche qui est proposée par Amnesty International, qui réfléchit à ces questions-là, qui propose une démarche en 4 étapes. Et puis, je la trouve intéressante de la proposer. Puis là, ben, on va voir aussi par la suite, donc avec Janet et Frédéric, donc la démarche de l'UQAT qui suit en gros ces lignes-là, mais de manière plus large. Mais le processus complet, ça devrait inclure d'être capable de nommer le territoire sur lequel on se trouve. Ça semble évident à la fois, mais après ça, des fois, ça ne l'est pas tant quand on ne connaît pas bien justement les réalités autochtones. On peut savoir dans quelle ville on est, mais après ça, quelles sont les communautés les plus près? C'est quoi l'histoire de la région exactement? Donc, il y a une réflexion à avoir de ce côté-là. On parlait d'intentionnalité, donc expliquer pourquoi on fait une reconnaissance du territoire. Alors ça, c'est un point extrêmement important à réfléchir. Traiter de la pertinence des droits des peuples autochtones en lien avec l'événement ou la rencontre, donc de ne pas se lier à juste faire une reconnaissance protocolaire, se limiter à faire une reconnaissance protocolaire, mais bien à réfléchir de manière plus globale aux enjeux qui sont touchés de cette manière-là et de mettre tous ces éléments-là ensemble pour créer une déclaration. Alors, la déclaration elle-même, des fois, elle peut être très courte parce que le contexte ne se prête pas à faire des grands discours forcément tout le temps, mais une déclaration très courte peut représenter tout un cheminement qui a été fait aussi auparavant. Donc, ce n'est pas le résultat lui-même qui est représentatif en longueur et en complexité. C'est vraiment tout le travail qui a été fait auparavant qui est important. S'il y a eu cette réflexion-là pour mieux connaître les peuples autochtones, réfléchir sur l'intentionnalité du geste, et puis après ça, sur les questions, les liens, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Mais ce travail-là, ça va se refléter, même si la phrase est très courte et elle est utilisée assez rapidement, il reste qu'il va y avoir eu un cheminement personnel qui va pour les gens qui vont le faire, mais aussi général quand c'est une institution qui l'adopte. Et ça, c'est ce qui est important, qui a un impact au bout du compte. Alors, il y a quelques critiques face aux énoncés de reconnaissance territoriale, puis je pense que c'est important de les souligner parce que ça permet d'éviter de tomber dans certains pièges également. Et là, je trouve que cette caricature-là d'un auteur, d'un dessinateur australien illustre une partie du problème. Alors, avec ce représentant du colonialisme britannique qui aborde donc des Autochtones d'Australie en leur disant, que diriez-vous d'un compromis? On garde les terres, les droits sur les minéraux, les ressources naturelles, la pêche et le bois, et on va vous reconnaître comme étant les propriétaires ayant un lien traditionnel avec tous ces éléments-là. Donc, ça montre que ça peut, s'il n'y a pas des gestes qui suivent, ça peut être assez vide de sens, bien sûr, vu tout le contexte colonial. Alors, des pièges qu'il faut éviter, le fait que les paroles n'impliquent pas forcément des actions concrètes. Alors, évidemment, ça peut être une petite action isolée si on fait juste et non faire notre formule en début d'un événement et puis qu'il n'y a absolument rien d'autre, qu'il n'y a pas de plan d'action, qu'il n'y a pas rien qui vient soutenir une réflexion plus globale sur l'engagement avec les peuples autochtones. Évidemment, ça ne sert pas à grand-chose et c'est même contre-productif. Il y a toujours le très grand risque d'institutionnalisation et de standardisation. Donc, juste adopter une phrase puis la répéter de manière un peu aveugle. Donc, le fameux aussi cocher des cases, de dire, ben, on l'a fait. Nous, notre institution en a adopté une, puis maintenant, ben, c'est réglé, on peut passer à autre chose. Ça pourrait aussi permettre d'éviter les questions difficiles, de rendre plus confortable ce qui devrait être une remise en question de la colonisation et de la discrimination. Donc, de dire, bon, ben voilà, nous, on a fait notre effort, on a une formule de reconnaissance territoriale et puis, ben, ça peut se limiter à ça. Alors qu'un acte de décolonisation ne devrait pas favoriser le confort et l'inertie, mais plutôt susciter des questionnements. Donc, s'il y a des questionnements qui sont soulevés suite à une formule de reconnaissance territoriale, c'est loin d'être un mauvais signe. C'est normal, en fait. C'est une bonne chose parce que ça démontre que ça amène les gens à réfléchir et à se repositionner. Et évidemment, il ne faut pas en rester au niveau des critiques. Il faut être capable d'aller au-delà puis d'aller vers quelque chose de positif, mais il faut pas s'inquiéter de ces critiques-là. Au contraire.
Un autre risque, ça serait de s'excuser pour des actions qui continuent à être perpétrées. Donc, de dire, nous reconnaissons tous les enjeux, les dommages faits par le colonialisme à travers l'histoire. Et si l'institution continue à perpétrer certaines pratiques qui ont des impacts, mais ce n'est pas un très bon message. Et évidemment, un autre risque, c'est d'instrumentaliser une participation autochtone pour se protéger contre toute critique ultérieure, de dire, ben, on a consulté une personne autochtone, elle nous a dit que notre formule était correcte, donc finalement, personne n'a le droit de la critiquer maintenant. Ça, évidemment, ce n'est évidemment pas une bonne pratique non plus. Alors, malgré toutes ces critiques-là qui ont été émises, il y a certains d'ailleurs chercheurs autochtones qui ont travaillé dans des universités canadiennes il y a quelques années à faire des formules de reconnaissance territoriale qui ont affirmé publiquement avoir regretté leur geste par la suite parce qu'ils n'ont pas eu l'impression que ça avait été suivi de gestes concrets et que finalement, ils avaient été instrumentalisés. Mais malgré ça, tout le monde s'entend que c'est une pratique qui demeure nécessaire et importante parce qu'il y a une pertinence derrière tout ça et que même la répétition d'un rituel n'est pas forcément une mauvaise chose parce que les gens peuvent l'adopter au départ sans parfaitement comprendre, sans avoir une intention très claire, mais ça leur permet d'intégrer dans le quotidien un nouveau paradigme de pensée. Et là, c'est peut-être l'exemple justement du cas des Canadiens de Montréal, où après une semaine où les gens se sont un peu questionnés là-dessus, mais aujourd'hui, ça fait partie du quotidien des matchs de hockey et ça permet de donner une place, une visibilité aux peuples autochtones qui n'existait pas avant. Ce n'est pas une révolution du jour au lendemain, bien évidemment, mais ça peut être l'amorce, ça peut permettre l'amorce d'une conscientisation et ne serait-ce que pour ça, ça peut jouer un rôle très important. Alors, la manière, je l'ai dit, de faire importe. Donc, je le répète encore, c'est éviter d'en faire une simple affirmation avant de commencer, entre guillemets, les vraies affaires de la rencontre. C'est le cœur des enjeux qui sont propres à la formule de reconnaissance territoriale. Donc, l'importance de l'intention pour que ça soit significatif et respectueux. Et donc, il faut éviter de simplement répéter en perroquet, même si au début, on ne comprend pas toujours exactement ou on ne réalise pas tous les détails des éléments qui sont liés à ces formules-là. Il faut faire un effort et c'est l'enjeu de proposer une forme standardisée parce qu'on ne peut pas toujours réinventer à chaque fois, à chaque réunion, une nouvelle formule, même si ça serait l'idéal, bien sûr, mais il faut s'assurer que ça soit fait de manière donc adéquate, qu'il y ait eu un travail qui a été fait au départ et une bonne reconnaissance, donc devrait porter à réflexion. Et là, je vais conclure avec seulement quelques exemples de reconnaissance territoriale pour montrer, pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, quoi que ce soit, mais parce qu'il y a certains éléments qui sont vraiment intéressants. Avec celle de l'Université de Concordia, par exemple, où on retrouve sur le site donc le texte de la reconnaissance territoriale qui a été adopté, mais aussi une aide pour la prononciation pour les gens qui ne sont pas familiers avec les mots en langues autochtones, ici en Ganyankehaga. Donc, pour qu'ils se sentent à l'aise, parce que ça fait toujours un peu bizarre de reconnaître le territoire d'une nation dont on n'est pas capable de prononcer le nom. Ça ne fait pas très sérieux. Donc, ça fait partie du travail à faire au départ. Donc, de penser à fournir des outils pour les gens qui n'ont pas ces connaissances-là au départ, c'est quelque chose qui est important. Sur le site de l'Université Concordia, il y a aussi beaucoup d'autres éléments où on parle du contexte dans lequel pourquoi est-ce qu'on a adopté cette formule-là, comment est-ce qu'on l'utilise, la justification avec où on analyse aussi les détails de la formule qui a été adoptée pour que les gens puissent ne pas simplement la répéter de manière aveugle comme un perroquet, comme on disait, mais comprendre ce qu'ils veulent dire. Alors, il faut leur fournir l'information aussi. Alors oui, il y a certaines personnes qui peuvent se lancer ça peut susciter un intérêt qui va amener une recherche, mais il faut aussi s'assurer que les gens qui n'ont pas toujours autant de temps et de connaissances dans le domaine puissent avoir accès à ces informations-là. Des informations sur la manière d'utiliser aussi cette formule-là dans le cas, par exemple, de la collation des grades, et puis après ça, diverses questions qui sont là.
Un autre exemple que je présente brièvement, celui de l'University of Toronto, où on a beaucoup moins d'informations sur le site. On a la déclaration elle-même, mais on a aussi des liens qui sont fournis pour permettre aux gens de poursuivre leur réflexion, d'aller chercher de l'information ailleurs. Donc, c'est une autre manière de réfléchir à ces questions-là de manière plus approfondie. Et le dernier exemple que je vais donner, c'est celui de l'Université d'Ottawa qui a traduit donc en Anishinaabe-Mohin, en langue Anishinaabe, la déclaration, qui l'a enregistrée aussi en version audio par une personne de Kitigan-Zibi qui donc peut donner à la fois la prononciation, mais qui permet aussi d'entendre donc les voix des peuples autochtones directement. Donc, c'est un moyen direct d'aller au-delà d'une simple formule de reconnaissance, mais aussi de montrer l'importance des langues autochtones, de leur culture, et donc de créer des liens de cette manière-là. Donc, il y a différentes manières de procéder. C'est juste un échantillon. C'est juste pour montrer qu'il y a toutes sortes de manières de faire et qu'au-delà de la formule elle-même, il y a plein de choses à faire autour qui sont aussi, sinon plus importantes à réaliser. Et donc, je conclus en mettant en point d'interrogation et à l'UQAT, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, qu'avons-nous fait? Et c'est mon moyen de passer la parole à Janet et Frédéric pour exposer de leur côté le cheminement de l'UQAT depuis un certain temps dans cette réflexion donc, sur les reconnaissances territoriales. Et donc, je vais arrêter le partage. Et vous passez la parole. Oui, bonjour. Merci Sébastien d'avoir fait toute cette introduction-là. Et merci aussi à la table, la TTRA, dans le fond, du réseau UQ pour cette belle invitation. Alors, je vais commencer. Et par la suite, là, on va alterner, moi et Frédéric, là, dans le fond, là, pour notre présentation. Alors, peut-être, ça ne sera pas long. Excusez-moi. OK, parfait. Alors, dans le fond, avant de vous présenter notre processus, notre démarche, il est quand même important de vous informer que l'UQAT, dans le fond, s'est doté d'un plan d'action l'UQAT et les peuples autochtones de 2019 à 2024 et auquel, dans le fond, duquel les peuples autochtones sont partie intégrante, dans le fond, dans notre institution et dans notre plan d'action. Aussi, dans le fond, ce plan d'action, dans le fond, a été lancé en 2019 et l'objectif général est de renforcer l'engagement du CAP auprès des peuples autochtones, co-construire ensemble, dans le fond, un environnement d'éducation qui favorise la sécurisation culturelle et la décolonisation des savoirs. Et ce qu'on retrouve dans ce plan d'action aussi, c'est, j'ai des petites difficultés avec mon, bon, OK, on se partage le contrôle de notre PowerPoint, moi et Frédéric, alors des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas. Alors, dans le fond, ici, ce sont les les orientations stratégiques, dans le fond, qu'on retrouve à l'intérieur de ce plan d'action. Le premier qui est de contribuer au développement des compétences des étudiants autochtones et allochtones. Le deuxième, de bonifier l'expérience étudiante des effectifs autochtones et allochtones. Le troisième, contribuer par la recherche et la création là, au mieux-être des peuples autochtones. Et la quatrième, c'est contribuer à l'amélioration des relations intercommunautaires. Aussi, ce qui est important de mentionner, c'est que nous avons aussi le plan de développement de l'institution qui est de 2020 à 2025. Et le plan de développement de l'UQAT, dans le fond, c'est beaucoup inspiré du plan d'action l'UQAT et les premiers peuples pour l'enjeu 4 de notre plan de développement. Encore une fois, comme je vous disais, les peuples autochtones, dans le fond, sont partie intégrante là, de
de nos buts, de nos actions, dans le fond, tout ce qu'on retrouve là, à l'intérieur de ce plan-là. Dans le fond, la reconnaissance territoriale s'inscrit dans le plan de l'institution, mais aussi dans le plan d'action LUCAT et les premiers peuples. Autre information qu'on voulait vous transmettre aussi, j'en avais parlé lors du premier webinaire auquel j'ai participé avec Carole Lévesque là, au printemps dernier. Nous avons maintenant un nouveau vice-rectorat à la réconciliation et au développement partenarial et international à l'UQAT. Et la nouvelle vice-rectrice, dans le fond, c'est Lynn Tran, qui était avant la directrice du service de la formation continue. Alors c'est sûr que cette nouvelle entité, dans le fond, organisationnelle, a été créée, dans le fond, afin de coordonner et de soutenir efficacement, dans le fond, la mission et le développement du CAP. Au niveau aussi des enjeux stratégiques que vous voyez ici sur la diapo. Et ce sont des enjeux stratégiques et transversaux aussi. Alors, on parle des relations et l'engagement de l'UQAT auprès des premiers peuples, l'internationalisation de l'UQAT, le développement partenarial, la formation continue et bien sûr, il y a aussi tout ce qui touche le dossier de la traduction. Et les services qu'on retrouve sous ce nouveau vice-rectorat. Alors, vous avez bien sûr le service de la formation continue, le service Mamawi Mikimudan, dans lequel on se retrouve, moi et Frédéric. Et vous avez aussi l'UQAT International, le service de développement partenarial et l'équité, diversité et inclusion. Vous avez sans doute remarqué aussi que le service Mamawi Mikimudan et l'EDI, dans le fond, sont des services à part entière aussi. Et les questions autochtones, dans le fond, ne sont pas nécessairement diluées dans un autre service. Et on l'avait mentionné aussi lors de la présentation au printemps, qu'il ne faut pas oublier que les peuples autochtones sont reconnus aussi dans la Constitution canadienne. Alors, je vais passer la parole maintenant à Frédéric pour la suite. Merci, Janet. Donc, moi, je vous présente qu'est-ce qui a été mis en place à l'UQAT par rapport au comité de reconnaissance territoriale qui a été créé. Donc, il faut savoir que oh, je vais... Non. Est-ce que... je vais... Précédente. Parfait. Pardon. Donc, des discussions puis des réflexions ont lieu à l'UQAT par rapport à la reconnaissance territoriale depuis 2019. Puis, finalement, justement, après toutes ces réflexions-là, puis les différents changements qui ont eu lieu au sein de l'institution, il a été décidé de mettre en place un comité de reconnaissance territoriale, un comité ad hoc et paritaire qui était amené à réfléchir à la notion de reconnaissance territoriale dans un contexte d'éducation. Et puis, le grand mandat, c'était d'élaborer un énoncé, mais également de proposer des moyens concrets pour ancrer l'énoncé au sein de l'UQAT, puis faire des liens justement avec le plan d'action autochtone et le plan de développement. Et tout ça, depuis le tout début, là, se veut une démarche sincère et vraie qui est soutenue par 3 principes. Donc, vraiment, le respect de tous les membres autour de la table en ce qui a trait aux différents points de vue puis aux savoirs qui sont partagés, à la réciprocité des connaissances partagées afin que tous ressortent grandis des échanges qui ont eu lieu, puis à l'empathie entre les membres du comité. Donc, le comité est composé de 14 membres et d'une secrétaire. Comme je le mentionnais tantôt, c'est un comité qui est paritaire, donc il y a des membres québécois non autochtones, des membres autochtones, des Cris, des Inuits, des Atikamekw, des Anishinabés. Certains membres sont employés de l'UQAT alors que d'autres évoluent ou travaillent à l'extérieur de l'université.
Il y a des hommes et des femmes, puis il y a vraiment des profils, des intérêts et des connaissances différentes qui sont partagées par les membres. Les gens touchent à plein d'aspects, que ce soit l'éducation, la culture, la langue, l'histoire, l'anthropologie, le milieu de l'environnement, la politique. Donc, tout le monde, le comité est créé de cette richesse-là des individus qui le composent. Puis ici, en fait, dans les cercles, vous voyez les lieux d'origine des membres. Donc, Tom Mapache, c'est un aîné de Picogan. Nadine Godard, elle est de la communauté de Témiscamingue First Nation, comme M. Alan McLaren. Isabelle Mapache est également de la communauté de Picogan. Kevin Papati vient de la communauté de Kitsakik. Donc, Sébastien, que vous avez rencontré un peu plus tôt, qui est à l'École d'études autochtones. Véronique Paul, qui est à l'unité de recherche de formation et de développement en éducation en milieu autochtone. Éric Rosa est membre de l'Institut de recherche en mines et en environnement. Sylvie Flamand est étudiant à l'École d'études autochtones et il est également chef de la communauté de Manawan. Bérénice Molène-Dupuis, elle travaille comme conseillère en développement des affaires pour la formation continue et elle est Innu de Mingan. Philippe Nadon est étudiant au doctorat à l'École d'études autochtones. Mathieu Nourry, à l'époque, était vice-recteur par intérim. Donc, il continue à travailler avec nous. Donc, Janet et moi sommes membres du comité. Donc, d'emblée, on a établi les responsabilités du service Mamawi Mikimodan pour s'assurer du bon fonctionnement du comité. Donc, c'est vraiment davantage au niveau de la logistique, de s'assurer de créer les liens entre les membres, de la prise de notes, puis les rappels qu'on a fait tout au long de l'année. Puis, les membres du comité avaient également des responsabilités. Donc, de faire les lectures ou les visionnements des différents textes et vidéos qui leur étaient acheminés, d'être présents aux rencontres, de participer aux échanges et finalement d'émettre des conseils et des recommandations selon leur expertise. Maintenant, en termes de fonctionnement, ce que nous avons décidé de mettre en place, c'est des séries de rencontres mensuelles. Donc, lors de la première rencontre, ça a été une rencontre de présentation des membres. On leur a présenté la mission et la vision institutionnelle de l'UQAT. Ça nous a permis de se connaître. Lors de la rencontre 2, 3 et 4, on a eu la chance d'avoir des invités qui sont venus rencontrer les membres. Janet va vous en parler plus en détail bientôt. Lors de la rencontre 5, on a fait une journée brassage d'idées. Pendant l'été, il y a eu la création d'un sous-comité de rédaction qui a permis donc de rédiger une première version de l'énoncé de reconnaissance territoriale, mais également des actions concrètes. Puis finalement, il y a eu une 6e rencontre au début septembre avec une présentation de la rédaction, une validation de la part des membres. Puis, comme je vous le mentionnais tantôt, donc les invités sont venus alimenter la réflexion de tout le monde autour de la table. Tout ça couplé avec les lectures et les visionnements qui ont eu lieu entre les rencontres. Puis à chacune des rencontres, on s'est également assuré de compléter les commentaires afin de continuer à nous nourrir. Donc, Janet, je te laisse la suite avec nos invités. Merci. Alors, c'est ça, les personnes qu'on a invitées, dans le fond, durant le mois de février, mars et avril. Vous reconnaissez, dans le fond, la première personne à gauche en haut, Alexis Wawanoloa, qui a déjà été député ici dans notre région, mais qui est aujourd'hui avocat. Nous avons eu aussi Maurice Kistabiche, que vous voyez sous Alexis, qui travaille depuis plusieurs années quand même au niveau de tout ce qui touche le territoire, les négociations, et d'ailleurs a été un étudiant aussi à la maîtrise là, à l'École en études autochtones.
Vous avez aussi au centre Pauline Lane-Boy, qui est une femme CRI, qui a déjà été une de nos étudiantes aussi à l'UQAP. Et bien sûr, vous avez aussi Éric Cardinal, que vous connaissez sans doute, qu'on voit souvent aussi dans les médias, mais qui travaille depuis de nombreuses années au niveau des communications et autres. Et vous avez aussi Richard Kistabiche, qui est un Anishinaabe ici en région, un aîné, aussi très impliqué au niveau de tout ce qui touche culture, langue, etc. Vous avez aussi Pierre Corbeil qu'on a invité à venir nous partager un peu son point de vue, comment il voit tout ça. Puis, ça a été une très belle rencontre aussi avec M. Pierre Corbeil. Et bien sûr, Carole Lévesque, qui est professeure, qui est directrice aussi du réseau Dialogue. Et alors, tout ce beau monde-là, dans le fond, on a pris le temps d'écouter ces gens-là. Et ce qui, c'est ça, je vais vous parler aussi de comment on a pu, comment je dirais ça, comment on a pu aussi faire ressortir dans le fond les points forts de ces présentations-là. Et aussi, ces gens-là ont nommé aussi des actions que vous allez voir tantôt. D'autres personnes, bien sûr, qu'on a invitées pour venir nous partager leur point de vue. C'est sûr que vous avez Geneviève Paquette, qui est la vice-présidente et qui est pour l'engagement communautaire, mais aussi directrice générale de la Fondation des Canadiens pour l'enfance. Alors, étant donné, puis Sébastien tantôt vous a parlé de l'expérience chez les Canadiens, alors on a eu la chance de pouvoir écouter Geneviève Paquette de leur expérience qu'ils ont vécue. Et c'est ça, nous, dans le fond, ce qu'on a fait, il y a eu un compte-rendu qui a été fait de cette présentation-là et c'est de l'information qui a été partagée aux membres du comité aussi. Bien sûr, vous avez Sébastien aussi qui a fait la même présentation aussi auprès des membres du comité. Et bien sûr, quand on parle de vidéo aussi, il y a eu Mélissa Molène-Dupuis aussi qui a pu partager à certains moments un peu des informations ou un peu son point de vue aussi par rapport à la reconnaissance territoriale. Ça vous donne une idée, dans le fond, des gens qu'on a pu écouter au cours des derniers mois. Et je vous dirais qu'un des défis qu'on a rencontrés aussi, c'est la disponibilité des gens. Vous savez, pour avoir peut-être près de 10 personnes qui participent à ces rencontres-là, il faut peut-être, je vous dirais, cibler près de 30 personnes. Alors, les gens sont très, très, très occupés. Il y a une sursollicitation aussi en milieu autochtone. Alors, je vous dirais que ça a été un des défis qui a été rencontré là, pour nous. C'est ça, pour avoir des gens qui viennent nous parler de leur point de vue là, par rapport à la reconnaissance territoriale. Mais il ne faut pas oublier non plus que lors de la première rencontre qu'on a eue en janvier, les membres du comité que vous avez vu tantôt lors de la présentation de Frédéric, tout ce monde-là aussi a pu partager leurs réflexions sur la signification de la reconnaissance territoriale. Et ils ont parlé de leurs souhaits, ils ont parlé aussi peut-être de certains doutes, aussi de ce qu'on doit connaître aussi par rapport à la reconnaissance territoriale. Alors, ce qui s'est les membres devaient remplir, dans le fond, un formulaire d'appréciation sur Mentimeter et afin de partager leurs commentaires, dans le fond, et les mots-clés, qu'est-ce qu'ils retiennent de ces présentations-là. Alors, vous voyez ici que ceux qui sont habitués avec Mentimeter, plus le mot est gros, ce que ça veut dire, c'est que ce mot-là a été répété plusieurs fois par les membres du comité. Alors, si je regarde, par exemple, le mot autochtonisation que vous voyez au centre, nous, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a eu une compilation de tous ces mots-là
Et les autres mots qui ont été indiqués, qu'on voit peut-être un peu plus petits, là, dans le fond, dans la diapo, on a fait des liens, dans le fond, entre certains mots. Alors, c'est sûr que si on parle de l'autochtonisation, par exemple, on pourrait penser à réaffirmer l'existence des peuples autochtones, le renforcement identitaire, tout ce qui touche la reconnaissance des savoirs, par exemple, tout ce qui touche la consultation aussi, les savoirs autochtones, etc. Alors, si on regarde au niveau de l'introspection, c'est quand même quelque chose qui a été nommé par nos invités. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est en tant qu'institution, c'est de se regarder, de se poser des questions, un peu comme Sébastien l'a mentionné aussi tantôt, mais pourquoi qu'on le fait? Et on pourrait se poser plein de questions, dans le fond, par rapport à ce dossier-là. Alors, ça vous donne une idée, dans le fond, là, on vous présente ici seulement une diapo des points forts, mais comme je vous disais, c'est qu'à chacune des présentations qu'on a eues, les membres du comité ont eu, dans le fond, à faire le même exercice. Ensuite, ce qui a été les informations qu'on a pu compiler aussi, c'est à chaque présentation, dans le fond, il y a des actions concrètes qui ont été retenues par les membres du comité. Et dans le fond, toutes ces actions-là que vous voyez sur l'écran, et il y en a d'autres parce que, comme je dis, on vous présente juste une diapo ici. Ce sont des actions qui ont été nommées par nos invités. Alors, on peut voir ici, par exemple, créer des espaces où la langue est visible, incorporer les langues autochtones dans nos vies et notre travail, consulter les communautés pour connaître ce qu'ils aimeraient que l'UQAP mette de l'avant. Et ça, c'est dans tout. Alors, ce n'est pas juste au niveau de notre sujet d'aujourd'hui. Les bourses d'études pour les étudiants Anishinaabe, mais aussi pour toutes les autres nations. On parle ici en anglais, quelqu'un qui a indiqué « Recognize life knowledge as equal to a degree ». Alors, dans le fond, ici, c'est de reconnaître les savoirs traditionnels et je me souviens qu'un de nos invités nous disait le terme qui avait été utilisé, c'est de reconnaître les sans-papiers aussi. Alors, ce n'est pas parce que tu n'as pas de diplôme que tu n'as pas les connaissances ou les savoirs traditionnels aussi. Créer des espaces protégés dans l'UQAP, modifier les processus de l'UQAP. Alors, ça peut toucher dans différents secteurs. La connaissance et valorisation des principes d'éthique de la recherche en contexte autochtone et autres actions concrètes qui ont été nommées par nos invités, c'est participer activement aux événements qui sont organisés, que ce soit par des peuples autochtones, les organisations autochtones ou même à l'UQAP, on organise des événements. Dans le fond, c'est d'encourager le personnel à participer à ces différentes activités. Alors, comme je vous disais, tout ça a été compilé et dans le fond, on travaille avec cette information. Alors, je te laisse aller, Frédéric. Oui. Donc, en mai, on a eu la chance d'avoir une journée de brassage d'idées qui a eu lieu à Val-d'Or avec les membres du comité, mais également avec la présence de 3 aînés Anishinaabe qui sont venus partager avec tout le monde leurs réflexions, leurs expériences par rapport à la reconnaissance territoriale. Donc, Alice Jérôme, Bernadette Cooper et Gilles Wabanonik ont passé la journée avec nous. Puis, tout le matériel dont Janet parle depuis tantôt là, a été compilé. On a créé vraiment un bilan de tout l'avancement des travaux du comité en termes de réflexion, en termes de propositions, de conseils. Puis on a pris un moment tous ensemble pour passer à travers tout ce matériel-là, le relire,
S'il y en a qui avaient des questions, c'était le moment là, d'utiliser à son plein potentiel tout ce matériel-là. Donc, la journée a été divisée en différents moments. On a certainement pris un temps pour avoir un cercle de partage pour se déposer tous ensemble lors de cette journée-là. Puis, il y a eu aussi un atelier rotatif à propos de l'énoncé. Donc, à partir du bilan, qu'est-ce que les membres, puis les aînés Anishinaabe avaient le goût, quels mots, quelles phrases, mais aussi quels sentis ils avaient le goût qu'ils soient présents dans l'énoncé. Puis, il y a eu un atelier créatif autour des actions concrètes où les gens ont été amenés à participer à c'est ça, un atelier qui leur permettait de sortir un peu de la boîte, puis d'aller de l'avant avec les actions concrètes qui avaient été proposées puis compilées, mais lesquelles on voulait prioriser parce que beaucoup d'actions concrètes ont été nommées tout au long des mois de réflexion. Donc, ici, on voit une photo là, de notre événement qu'on a cru bon de tenir à l'extérieur des murs de l'UQAT, puis près donc dans un chalet près de la forêt récréative à Val-d'Or, pour pouvoir sortir un peu du cadre universitaire, puis se permettre de réfléchir à l'énoncé de reconnaissance territoriale et aux actions concrètes de plein de façons, finalement. Tout ça nous a amené finalement à avoir tout un processus réflectif qui se fasse. Donc, il y a certainement le processus plus logistique qu'on vous a présenté, la façon de faire, comment l'UQAT a décidé de déployer sa réflexion autour de la reconnaissance territoriale. Mais après ça, il y a certainement des étapes importantes qui ont été accomplies tout au long. Donc, Sébastien en a parlé dans sa présentation, la lecture de textes critiques de penseurs autochtones quant à la reconnaissance territoriale. C'est d'ailleurs de là que l'illustration provient d'un de ces articles. Donc, on a cru nécessaire de partager ces articles-là à tous les membres du comité, mais de les lire aussi puis de s'en inspirer pour la suite, de garder en tête que l'idée d'avoir des actions concrètes pour soutenir puis ancrer l'énoncé de reconnaissance territoriale sont vraiment essentiels. Puis, on s'est aussi assuré dès le début de permettre aux membres autochtones de nommer leurs doutes et leurs remises en question du projet. Parce que d'emblée, tout le monde autour de la table avait des réflexions différentes au sujet de la reconnaissance territoriale, puis on voulait être certain que tous se sentent à l'aise de partager justement leurs doutes, puis parfois de remettre en question la pertinence de la reconnaissance territoriale. Puis à partir de ces réflexions-là qui ont été partagées dès le début, on a pu cheminer tous ensemble, puis en arriver finalement à une première réflexion ou une première conclusion qui dit finalement que l'importance d'aller au-delà de la reconnaissance territoriale, mais plutôt de prendre un emphase particulier sur le terme reconnaissance. Donc, il importe de souligner l'apport des premiers peuples en termes de savoir, de culture, de langue, d'histoire, de présence, d'éthique, etc. Là, on pourra en nommer d'autres. Spontanément, traditions juridiques me viennent aussi en tête. Donc, de souligner tous ces apports. Et donc, les actions concrètes sont essentielles au processus en cours. Donc, elles viennent soutenir l'énoncé, puis elles s'inscrivent sur le chemin de la réconciliation. En fait, je pense qu'il importe de voir la reconnaissance territoriale ou l'énoncé de reconnaissance territoriale comme un premier pas ou comme un pas supplémentaire sur le chemin de la réconciliation, mais c'est loin d'être une fin en soi. Donc, ici, je pense aussi que ce qui est important pour la démarche à l'UQAT, c'est de percevoir à quel point la reconnaissance territoriale est un levier pour aller plus loin, autant en termes de relations avec les partenaires autochtones, les communautés, les étudiants, que d'actions concrètes posées par l'institution. Donc, Janet, je te redonne le bâton de parole à nouveau.
Merci. Alors, dans le fond, on vous a fait une petite liste aussi de ce qu'on retient de toutes ces réflexions qu'on a eues au cours des derniers mois aussi, puis de ce que nos invités nous ont dit aussi. Alors, par exemple, si je prends le premier qui est de rendre visible, dans le fond, Sébastien l'a mentionné aussi tantôt, hein, ce qui était caché autrefois, maintenant, c'est de le rendre visible. Ça pourrait être aussi en lien avec, par rapport à les langues qui existent aussi, les langues autochtones. Ça peut être aussi au niveau de l'histoire, dans le fond, de raconter la vérité aussi de ce qui s'est passé, de restaurer l'image aussi des peuples autochtones, de réaffirmer aussi l'existence des peuples autochtones. Le deuxième, au niveau de sincérité, on en a parlé, on parle d'une démarche, ça a été souvent nommé, on l'a vu souvent au cours des derniers mois, par rapport à avoir une démarche qui est sincère, qui est vraie, qui est authentique, et pas juste, dans le fond, d'avoir un énoncé qui est vide de sens c'est pas juste d'avoir une signature, puis et un peu comme Sébastien disait tantôt, de cocher et dire qu'on le fait et éviter aussi ce qui est superficiel dans le fond. Autre élément aussi, c'est de croire. Hein, il faut croire à la démarche. Je me souviens de quelqu'un qui avait dit, si tu le fais ou si tu le dis, c'est parce que c'est senti et c'est vrai. S'il y a une intervention qui n'est pas sincère, alors il n'y a pas d'utilité à faire un énoncé. De ne pas le faire non plus juste pour la forme non plus. On a parlé de la répétition. Oui, c'est bon de répéter, mais en même temps, quand on parle d'éviter la répétition, ça peut être aussi de juste copier-coller, puis et dire qu'on a notre énoncé. L'importance des mots, ça a été quelque chose qui a été qu'on a pu entendre souvent. Dans le fond, peser ces mots, être critique aussi. Puis chaque mot qu'on va utiliser dans notre énoncé veut dire quelque chose aussi. Au niveau de l'engagement, notre énoncé, dans le fond, doit nous permettre de s'engager, dans le fond, et en ce qui nous concerne dans une institution universitaire, c'est vraiment sous l'angle de l'éducation aussi et de la recherche. C'est important d'aller au-delà de l'énoncé par la mise en place d'actions concrètes. Et ça, je vous dirais que les actions concrètes, ça a été nommé souvent. Si je ne me trompe pas, je pense que chacun de nos invités qu'on a eus ont parlé des actions concrètes. Alors, oui, l'énoncé est important, mais ce qui est le plus important, ce sont les actions, ce qui vient par la suite. On a parlé que ça devient un levier important parce que, encore une fois, quelqu'un qui disait les actions seront plus importantes que les mots. On peut avoir le plus bel énoncé, mais si tu n'as pas d'action, dans le fond, pourquoi s'en préoccuper aussi? Aller plus loin, ça nous permet, puis chacune des universités, chacun des établissements, dans le fond, on n'est pas tous au même niveau. Alors, dans le fond, ça nous permet d'aller plus loin, dépendamment où nous sommes rendus, dans le fond, dans chacune des institutions. Effectivement, c'est un geste symbolique, mais comme je vous disais, on doit aller plus loin. Ça permet de construire aussi quelque chose de nouveau, de démarrer une réflexion aussi. Et quelqu'un avait même dit, c'est un départ et non une fin aussi. Au niveau, bien sûr, la sensibilisation et l'éducation, dans le fond, c'est l'énoncé doit nous permettre aussi d'ouvrir la porte à la réconciliation aussi. Au niveau de l'éducation, dans le fond, comme je vous disais, pour nous, comme institution, on le regarde sous l'angle de l'éducation aussi et de la recherche aussi. Et l'autre mot qu'on retient beaucoup, c'est le dialogue, dans le fond. C'est que ça permet aussi de continuer à bâtir des ponts et des relations solides aussi. Et bien sûr, pour nous,
ce qui s'en vient, dans le fond, parce que on n'a pas terminé le travail non plus. Alors, c'est sûr que ce sera sans doute une nouvelle formule. Ce ne sera pas nécessairement un énoncé qu'on peut voir habituellement. Et c'est quelque chose qu'on a pu voir aussi dans nos lectures aussi, de réfléchir et de penser à des nouvelles formules aussi. Et finalement, d'autres mots qu'on a utilisés ici, hein, puis on en a parlé aussi tantôt, le respect, ça démontre le respect, la reconnaissance aussi. Et quand on parle d'héritage aussi, ça a été quelque chose qui a été nommé par les invités aussi, c'est de rendre hommage aussi aux peuples autochtones, aux ancêtres, et de rendre hommage aussi aux Autochtones d'aujourd'hui et tout ce qui dans le fond, toute l'histoire, la culture, l'identité, etc. Alors, je dirais, c'est ce qu'on retient de ce qu'on a pu vivre au cours des derniers mois, mais il y en a encore beaucoup, mais on vous présente, dans le fond, ce qui est ressorti, dans le fond. Ensuite, bon, alors, dans le fond, on a ciblé aussi des facteurs de réussite. Il y en a 5 ici pour la suite. Dans le fond, on dit ici d'avoir des budgets cohérents avec les actions concrètes, d'avoir une personne dédiée à assurer le suivi de la reconnaissance territoriale, et c'est ça, ça peut être fait par le service Mamawi-Nikiwindan, d'établir une durée, dans le fond, de 3 à 5 ans avant un renouvellement. Parce que, dans le fond, tout change aussi. Alors, peut-être que dans 5 ans, on sera rendu à un autre niveau. Alors, on pourrait, dans le fond, revoir l'énoncé, puis il pourrait y avoir des améliorations, des changements, etc. Ensuite, assurer un suivi public des actions concrètes et, bien sûr, faire des présentations du document de reconnaissance territoriale à l'interne dans le but de sensibiliser le personnel de l'UQAP. Ensuite, ici, dans le fond, on vous donne des exemples d'actions qui sont déjà mises en place, dans le fond, à l'UQAP et qui a un lien avec dans le fond, notre reconnaissance, dans le fond, notre reconnaissance territoriale. Et ça a un lien aussi avec les actions qui ont été nommées par nos invités. Par exemple, on est en train de mettre en place un espace de concertation. Dans le fond, c'est un projet pilote qui est destiné aux membres du corps enseignant de l'UQAP, axé sur la pédagogie. Il y a aussi l'introduction à la sécurisation culturelle des Premières Nations et des Inuits. Alors, il y a un cours qui est offert actuellement aux étudiants en sciences de la santé, qui est un cours de 1 crédit qui est offert, c'est en sciences de la santé au niveau du premier cycle. Vous avez sans doute entendu parler de la formation qui est offerte par le service de la formation continue du l'UQAP en mode asynchrone. C'est une formation de 7 heures qui est disponible pour tout le monde. Quelqu'un qui souhaite s'inscrire peut communiquer avec la formation continue. Et finalement, un autre exemple, c'est l'intégration des perspectives autochtones dans l'enseignement. D'ailleurs, il y a 2 professeurs en éducation, dans le fond, qui ont offert un cours, c'est ça, à l'intérieur du cours d'introduction à la profession enseignante. Ils ont intégré des perspectives autochtones à l'intérieur de ce cours-là. Et c'est un cours, c'est offert dans le cadre de la nouvelle maîtrise qualifiante ainsi qu'au certificat en enseignement au secondaire. Alors, ce sont des actions très concrètes qui ont un lien, dans le fond, avec notre dossier de reconnaissance territoriale. Frédéric? Maintenant, pour ce qui est de la suite, de la poursuite du processus au sein de l'UQAP, donc vous pouvez voir que donc hiver, printemps, ça a été les périodes de réflexion. Pendant l'été, ça a été la rédaction. Cet automne, il y a eu une première période de validation par le comité, puis il y a une série de consultations internes qui ont débuté.
Puis, parallèlement à tout ça, il y a la rédaction du document d'accompagnement ou du guide d'accompagnement de la reconnaissance territoriale qui est en cours pour en arriver finalement à l'hiver 2023 avec une validation finale et le lancement officiel autant à l'interne qu'à l'externe de l'énoncé de reconnaissance territoriale et des actions concrètes qui soutiennent cet énoncé. Puis, dans le bas de la diapo, vous voyez le mot PCACH, donc qui veut dire prendre le temps. C'est un terme Anishinaabe qu'un partenaire autochtone, qu'un partenaire Anishinaabe nous a partagé au service Mamawi Nikimoudan. Donc, l'importance de prendre le temps de bien faire les choses. Puis, on s'inspire de ce terme-là, de ce mot-là, à travers notre processus. Donc, même si ça peut sembler long là, quand on regarde une chronologie, au contraire, nous, on trouve qu'on a pris le temps de bien faire les choses tout au long du processus. Et donc, également, pour la suite des choses, il y a donc de bien préparer la communication de l'événement. Ça fait partie des choses que les invités et les membres du comité ont nommées tout au long du processus de rencontre, justement de bien ficeler la communication de l'événement pour s'assurer que tout le monde comprend bien le sens qu'on donne à la reconnaissance territoriale et aux actions concrètes. De prendre au sérieux les actions concrètes et de les mettre en action, finalement. Donc, c'est là aussi que dans les facteurs de réussite dont que Janet vous présentait un peu plus tôt, c'est là que le service Mamawi Nikimoudan va pouvoir jouer un grand rôle, donc dans le suivi des actions concrètes au sein de l'université. L'importance d'expliquer le pourquoi est également important. Quand on reprend le terme introspection qui a été nommé, qui est ressorti des réflexions des membres du comité, cette introspection-là doit être faite certainement par l'institution, mais également par chacun des membres, chacune des personnes qui travaillent à l'UQAP. Donc, pour accomplir une introspection comme celle-ci, on croit en fait que d'expliquer le pourquoi, justement par l'utilisation du guide de reconnaissance territoriale, du guide d'accompagnement, ça va permettre à tous de déployer les actions concrètes, puis de mettre de l'avant, en fait, ce qui est fait, puis de le faire avec cœur, parce que la sincérité, puis l'aspect d'y croire, en fait, ça aussi, ça fait partie des aspects que les aînés ont nommés. Là. Donc, on souhaite que ce soit un mouvement institutionnel à grande échelle, mais aussi pour chacun des membres du personnel et de la communauté, en fait, des étudiants aussi, donc de la communauté universitaire dans son entièreté. Puis à la toute fin, finalement, on vous présente quelques références là, qui sont assez récentes. C'est non exhaustif, là, on a utilisé d'autres matériels également, mais celle-ci renvoie beaucoup à des penseurs autochtones qui ont nourri la réflexion de la reconnaissance territoriale. Et donc, on vous remercie sincèrement pour la présentation, pour votre écoute, en fait. Puis là, j'aurais tendance à passer la parole à Marie-Josée. Oui, écoutez, de retour, merci infiniment à vous trois. Deux présentations vraiment hyper riches. Je pense que tout le monde qui a écouté est certainement déjà plus intelligent, je dirais, sur ces questions-là. En tout cas, on a appris beaucoup de choses. À la fois une perspective globale, hein, Sébastien Brodeur-Girard, vous nous avez dressé un portrait beaucoup plus large, mais on a une vue d'ensemble sur le mouvement, si on veut, autour de ces démarches de reconnaissance. Et puis, en plus, on a une plongée sur une démarche concrète avec toutes les étapes, les exigences aussi. Je pense que c'est ce que votre démonstration vous démontrez clairement. Là, on ne s'engage pas là-dedans simplement, là, il faut être bien organisé et réfléchir à chacun des moments et avec les bonnes personnes. Donc, je pense que vous nous avez beaucoup démontré des aspects qu'on doit prendre en compte. Donc, je ne vois pas de nouvelles questions.
Alors, il me resterait à vous remercier, vous trois, Sébastien Brodeur-Girard, Frédéric Cornelier et Janet Marc. Vraiment, super présentation, très inspirante. J'en suis convaincue pour tout le monde et qui sera en fait aussi, on le répète, c'est enregistré, ça pourra être relu et diffusé à des collègues si vous le souhaitez. Et je remercie aussi Evelyne Rondeau qui est derrière toute l'organisation de ça. Vous savez, qui est chez nous, chargée de projet autochtone à l'Université du Québec. Je pense que c'est Janet ou Frédéric, vous parliez des conditions essentielles. Il faut avoir des vraies personnes derrière ça qui réfléchissent et qui mènent les choses avec beaucoup de doigté. Donc, merci Evelyne pour tout ce travail-là. Et voilà, écoutez, il nous reste à vous donner rendez-vous au prochain webinaire. Espérons que vous serez encore avec nous. Et voilà, alors bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir.